Buonasera a tutti. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette conférence de Terra Madre 2022. Je suis Francesco Sottile, j'enseigne à l'Université de Palerme et je suis membre du CDA du Slow Food International. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ainsi qu'à tous les panélistes ici présents et de porter également les salutations de Slow Food. C'est une des conférences parmi les plus importantes pour Slow Food. Le fait d'aimer la terre est une expression à laquelle Slow Food tient tout particulièrement en vertu de son activité de plus de 30 ans d'activisme dans le monde entier. La centralité du modèle agricole pour Slow Food a toujours été importante. Il s'agit d'un modèle agricole durable sur la petite échelle, car sur la petite échelle, on retrouve le sens de l'approche à la terre qui a ses racines dans le concept de agroécologie. Et pour autant, pour nous, c'est absolument important de pouvoir parler du rapport avec la terre, de la relation avec la préservation des écosystèmes et la tutelle et la conservation des ressources naturelles. Tous les projets développés par Slow Food, tels que l'Arche du Goût ou les Sentinelles, jusqu'au tout dernier projet que nous sommes en train de présenter dans une autre salle maintenant, dont le but est celui de sauvegarder les pâturages stables et le bien-être et leur relation avec le bien-être animal ont un lien très fort avec la préservation de la terre et du sol. Nous vivons dans une période dans laquelle nous sommes en train de payer les conséquences d'un manque total d'intérêt des 10 dernières années et d'un mode de vie absolument non durable. Et donc, il y a aujourd'hui la nécessité urgente d'agir vers une authentique et véritable transition écologique pouvant être en mesure de nous ouvrir vers un futur vertueux. L'agroécologie fonde notre activité. Nos projets qui s'enrichissent de milliers de producteurs qui sont la structure portante de notre activité, eh bien, se fondent sur une relation vertueuse avec la terre, sur le respect de la fertilité du sol, sur la régénération des sols, sur le respect de cette multitude de micro-organismes formant un réseau extraordinaire dans nos terrains, soit pour produire et aussi pour nous sauver de la présence de CO2 dans l'atmosphère. Et pour cette raison, une conférence comme celle de ce soir avec des panélistes si qualifiés est pour nous un point de repère dans ce parcours de Terra Madre 2022. Et je souhaite remercier tous et toutes ici présents et présentes et remercier également tous ceux qui vont contribuer de manière exceptionnelle à cette colloque. Et je remercie également Natasha Food qui va modérer cette conférence. Merci à tous et à toutes et bon travail. Yes, thank you very much, Francesco, for that. Merci beaucoup pour cette introduction très compréhensible. Je m'appelle Natasha Food et je vais modérer. Je suis une journaliste de agri-nourriture. Je suis basée à Bruxelles et dans le nom de donc dans
l'agriculture a été une force destructive, justement, et vous êtes également conscient du besoin d'explorer toutes les politiques qui ont engendré des systèmes agricoles qui ne sont pas durables. Donc, comment pouvons-nous arriver à l'agriculture durable, à la régénération, et comment pouvons-nous coexister avec d'autres formes de vie sur la planète? Pour répondre à cette question, nous avons ici des rapporteurs et des rapporteuses très importantes qui débattront avec nous sur la dégénération. Alors, les rapporteurs et rapporteuses d'aujourd'hui sont... Et je m'excuse pour mon accent terrible en italien, Piero Villacqua, qui est ancien professeur d'histoire contemporaine de l'Université de Rome, La Sapienza, et qui est auteur d'un grand nombre de livres sur le développement de l'environnement et sur le capitalisme. Myrna Cunningham, qui est présidente du Forum permanent sur les questions des peuples indigènes auprès de les Nations Unies, soit en Amérique latine qu'aux Caraïbes. Et après, elle a également travaillé avec la PAO, c'est-à-dire l'Organisation de santé panaméricaine. Et après, Larissa Bombardi est une professeure en exil en Belgique. Elle a écrit un livre sur l'emploi de pesticides au Brésil et elle va nous parler aussi de l'Union européenne. Et il y a également la journaliste Eugène Resson qui est très compétente, que nous écoutons volontiers. Donc, nous avons plusieurs perspectives et donc la discussion sera intéressante. Mais avant, je voudrais me présenter. Je suis spécialisée dans les politiques de l'Union européenne en matière d'agriculture, sur la politique agricole communautaire, et je vais vous illustrer certaines des perspectives existantes à Bruxelles et vous introduire les différentes initiatives. Ensuite, il y aura des informations aussi que je vais donner. Donc, je vais donner la parole pour quelques minutes à chacun des panélistes. Et après, il y aura une session de questions. Vous pouvez nous suivre sur les médias en ligne, en partant de Terra Madre ou de Regeneration. Pierre, vous avez longuement étudié l'agriculture et le capitalisme en traçant les liens entre les deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le travail que vous avez fait? Oui, bonsoir, mais merci pour être ici très nombreux et nombreuses. Plutôt que de mon travail, dont je vais en parler de manière implicite, mais je voudrais tout d'abord me féliciter avec cette idée qui sous-tend cette initiative, c'est-à-dire liée à la régénération, une journée, une réflexion, mais un peu l'édition de cette année de Terra Madre. Car la régénération est la clé du succès de l'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'humanité a réussi à survivre et à arriver à devenir 8 milliards, à atteindre les 8 milliards d'individus sur la Terre grâce à la régénération. Une procédure, un style et à une façon de faire économie et de produire des aliments qui a été bannie il y a à peu près un siècle, car pendant des millénaires, notre économie a été une économie de la régénération, de la reproduction de la fertilité du sol, mais aussi une régénération circulaire des matériaux. Puisque je n'ai pas beaucoup de temps, je vous porte un exemple qui, sous le profil littéraire, est très éloquent. Il s'agit d'un extrait du 17e chant de l'Odyssée et concerne l'épisode
poétiquement très émouvant d'Ulysse qui retrouve le chien Argo en dehors des portes de Ithaca. Donc voici ce qu'Homère riferisce al cane, si riferisce ad Argo, trascurato. Homère écrit. Donc le patron était parti et devant les portes avait porté le fumier pour enrichir le terrain d'Odyssée. Donc cette pratique de collecter les excréments, même les excréments dans la rue, et le porter dans les champs. Alors, depuis cette époque-là, la pratique d'un échange continue entre les déchets produits par la ville et par les animaux vivant en ville et les campagnes. Donc, ce lien a été constant, continu. Il y a des reconstitutions historiques. Il y a un livre, entre autres, qui a été publié en 2001 par Ercole Sori, qui s'intitule « La ville et les déchets, écologie urbaine depuis le Moyen-Âge au début du XXe siècle ». Dans ce livre, l'auteur raconte comment, dans les municipalités du Moyen-Âge, les excréments étaient sortis des puits et donc pour être vendus aux paysans qui l'utilisaient. Et j'ai même contribué à cette histoire. Donc, dans le livre La vache est sage. Et dans ce livre, en mentionnant Goethe, et je raconte qu'il était étonné de voir la collecte des déchets alimentaires et des excréments dans la ville de Naples pour pouvoir l'utiliser comme engrais pour le sol. Ceci s'est passé également au cours de la révolution industrielle, car tous les dérivés de l'industrie alimentaire, les panneaux de soja, tout ce qui était les restes de la production de bière, eh bien, tous ces restes finissaient dans le terrain, car ils étaient en mesure de reproduire la matière organique, l'humus. Donc, ceci s'est vérifié jusqu'à l'affirmation des engrais chimiques. Et donc, il s'agit de produits d'extraction minéraire. Il suffit de penser au potassium, au phosphore, tandis que l'azote, à l'époque, était extrait dans les mines du Chili et aujourd'hui, on le fabrique en consommant du pétrole. Mais ce n'est pas seulement l'agriculture. Même les matériels ferreux, des dispositifs qui se cassaient étaient recyclés. Ceci se passait également au cours de la révolution industrielle. Et aux États-Unis, la patrie de l'hyperconsommation, eh bien, dans les années 20 du siècle dernier, la population ne jetait rien. Les électroménagers étaient réparés. L'attitude vis-à-vis des objets et des biens était visée à la conservation et à la réutilisation. Quand est-ce qu'il y a eu une clé de voûte dans cette économie de la régénération des matériaux naturels? C'est une régénération de la nature, en fin de compte, car tout ce que nous consommons et produisons provient de la nature. Eh bien, ce moment, cette clé de voûte se produit après la grande crise de 1930, car les grands dirigeants industriels se sont rendus compte qu'il y avait une contradiction profonde entre la capacité de production des entreprises, entre l'excès de production et l'attitude très rigoureuse des citoyens américains qui ne consommaient ce dont ils avaient besoin. Donc, il fallait
révolutionner complètement cette attitude, éliminer cette contradiction. Et ceci fut fait en deux manières. Avec l'obsolescence programmée, les produits devaient être fabriqués pour se casser après un certain temps. Ils ne devaient pas durer trop longtemps, et ce qui se passe. Et l'autre mode était la publicité, c'est-à-dire induire chez les citoyens des besoins fictifs. Et l'humanité d'aujourd'hui est inquiète. Elle a toujours besoin de quelque chose qui est créé artificiellement par la publicité qui nous bombarde tous les jours, tous les soirs du ciel, de la terre, des gares ferroviaires, même dans les toilettes, de partout, nous sommes exhortés à consommer. Nous sommes obsédés par un pouvoir omnivore et totalitaire qui nous pousse à consommer. Alors, ceci se vérifie pour une raison bien précise. Je ne veux pas profiter du temps à disposition. Et ceci se passe non en vertu de la malignité de ceux qui nous gouvernent, mais parce que le système de production capitaliste vit de cette manière. S'il augmente de plus en plus la production et la consommation, eh bien, ce capitalisme meurt. Mais ceci, c'est quelque chose que nous ne pouvons plus nous permettre. Ce n'est plus possible. Ce système est implosé car cet excès de production et de consommation a fonctionné et a été compatible avec les équilibres de la planète tant qu'il n'a concerné qu'une partie du globe, les États-Unis, l'Europe, le Japon. Mais maintenant, il concerne tous les peuples de la Terre. La planète ne tient pas à cette pression. Et cette expansion illimitée de production et de consommation, car elle dévore des ressources en quantité supérieure à celle que la Terre est en mesure de régénérer. Et alors, nous devons changer. Nous devons changer de modèle économique d'abord. Et j'espère de pouvoir reprendre la parole par la suite pour vous parler des perspectives, car il existe des perspectives. Je vous anticipe quelque chose. Les perspectives les plus intéressantes d'un nouveau monde possible, d'une nouvelle façon de produire, d'une nouvelle façon de consommer, d'un nouveau mode de vivre ensemble, eh bien, il existe. Tout ça existe déjà. Comme le disait le président en ouverture de ce colloque, eh bien, et c'est l'agriculture basée sur la biodiversité, la culture mixte, la petite culture, la culture qui respecte le sol, qui le régénère, qui respecte la fertilité, qui régénère la source de la vie. Pensez-y, la vie sur la terre prend son origine dans le terrain, dans le sol, de la décomposition de la roche-mère, de ce fragment d'étoile qui s'est éteint, qui petit à petit s'est éteint sous l'action des agents atmosphériques, s'est décomposé et a donné lieu à la présence du carbone et de différents matériaux. Et de là naît la vie. Donc nous devons faire en sorte que cette source de vie soit régénérée et soit mise au centre de notre attention. Et donc, ensemble, nous pouvons sauver la Terre et nous pouvons également sauver la société des conflits armés qui la mettent en péril actuellement. Donc, je sais qu'après, peut-être, une question sur la guerre en Ukraine me sera posée, à laquelle je vais répondre tout à l'heure par la suite. Merci pour votre attention. Thank you very much, Pierre. Merci beaucoup, Piero. Bien, en 10 minutes, tu as parlé beaucoup de sujets. Merci beaucoup. Et maintenant, Myrna, j'aurais parlé avec toi un instant du rôle central des droits indigènes. C'est bien le travail dont tu t'occupes, ce que tu fais comme activiste.
vous souhaite la bienvenue dans la langue mesquita du peuple du Nicaragua. Je viens d'un petit village, tout petit village, sur les berges de cours d'eau Wangde, entre l'Honduras et le Nicaragua. La production d'aliments, de nourriture a été l'activité principale du village pendant mon enfance. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le système de production des aliments des peuples indigènes est fortement lié aux valeurs de la tradition, à la Pachamama, à la terre-mère, comme on dit en Amérique du Sud. Qu'est-ce que c'est que le Pachamama? La Pachamama. La Pachamama est la terre qui nous nourrit. Et il est très important, c'est un nom féminin. Et donc, c'est une femme qui a affaire avec le soin, l'amour, avec l'alimentation, la nutrition. Et donc, c'est grâce à ce rapport entre la terre, mère, et ces peuples qui s'alimentent d'elle, c'est grâce à ce rapport que nous pouvons créer, construire des valeurs collectives, communes, et que nous pouvons créer un consensus et résoudre les problèmes et les conflits, et que nous réussissons à construire des rapports respectueux, de respect entre hommes et femmes, et que nous sommes capables de transmettre d'une génération à l'autre toutes ces valeurs importantes. C'est quelque chose qui a affaire à la réciprocité. Donc, il existe une réciprocité permanente. Et c'est bien ce que j'entends quand je dis qu'il faut aimer la terre. Nous et tout le système alimentaire des indigènes a affaire à la solidarité, à l'inclusivité, à la santé, à la durabilité, bien entendu aussi, à l'équité, à l'égalité. En parlant de ces valeurs, nous ne pensons pas seulement au peuple indigène. Finalement, ces valeurs concernent toute l'humanité. Nous ne produisons pas de la nourriture en pensant simplement à résoudre nos problèmes. En participant à un événement comme celui-ci, eh bien, quand on participe à un événement comme celui-ci, c'est parce que nous pensons qu'il faut produire de la bonne nourriture pour tous. Et c'est la terre-mère qui doit être en bonne santé. Nous avons beaucoup de problèmes comme peuple indigène, et non seulement. Il y a des personnes qui nous volent la terre, le racisme, c'est-à-dire des gens qui contrôlent nos territoires et qui contrôlent aussi nos corps. Nous devons affronter des systèmes agricoles qui sont en train de tuer notre agriculture traditionnelle. Et cela au nom de la prospérité et de la richesse. En ce nom, nous avons vu détruire des systèmes, les êtres humains. Des êtres humains ont été tués. La nourriture, l'eau, l'air risquent de disparaître à cause de ces systèmes. Nous n'avons pas simplement pleuré, nous avons réagi pour changer cette situation. 470 millions de citoyens indigènes, 4000 langues, 5000 peuples indigènes différents. Eh bien, nous sommes en train de protéger, nous voulons protéger la biodiversité. 80% de la biodiversité qui existe encore sur la Terre et qui se trouve dans nos régions. Comment agissons-nous? Nous disons que nous sommes en train de reconstruire le cordon ombilical de la Terre entre les êtres humains et la nature. Nous essayons de construire un monde différent, fondé sur la solidarité francophone. Nous avons 180 initiatives, 180 projets locaux promus pour revitaliser des systèmes traditionnels. Donc, qu'avons-nous appris?
Qu'est-ce que font les communautés, nos communautés en ce moment? Elles sont en train de récupérer cette vision holistique, globale de la production indigène associée à l'alimentation indigène. La bonne nourriture se base sur la bonne gestion du sol des territoires. Et comment on le fait-on? On applique les systèmes traditionnels de connaissances, c'est-à-dire les connaissances écologiques. Nous, par là, nous essayons de diversifier nos productions. Nous promouvons les nourritures traditionnelles, les aliments traditionnels. Nous soignons non seulement les plantes, mais des territoires entiers, des sols, des terrains, et notamment dans des régions dégradées. Nous récupérons les terrains, l'eau, les zones de pêche. Grâce à un mouvement comme Slow Food, nous avons pu influencer même les chefs qui commencent à utiliser nos produits et qui commencent à changer leur vision. Nous estimons qu'à travers ce type de travail, nous pouvons changer la narration des gouvernements et des personnes au pouvoir. Grâce à cela, on commencera à promouvoir et à mettre en œuvre des politiques différentes qui peuvent soutenir cette nouvelle manière de production de la nourriture. Les populations indigènes sont très résilientes quand on parle de changement climatique. Une région a été frappée par 2 ouragans il y a 2 mois, en moins de 2 semaines. Et donc, ces ouragans ont frappé ont sévi sur cette région. La communauté a été complètement détruite, mais personne dans ces communautés ne meurt de faim. Les gens ne mangent peut-être pas encore assez. Les indigènes sont encore en train d'apprendre à sauver les graines qu'elles ont pu sauver après le passage de l'ouragan. Donc, elles ont réussi en partie à le faire maintenant. Elles sont en train de reconstruire leur communauté. Ces expériences, on les voit dans les communautés indigènes qui sont frappées notamment par le changement climatique. Et que faisons-nous? En plus de cela, nous promouvons le respect de notre droit basé sur des rites, des us et coutumes, des rites sacrés pour les zones de production, pour nos zones de stockage. Bien, ces rites font partie de notre droit, un droit souvent qui n'est que verbal. Maintenant, on est en train de rédiger des règlements qui sont respectés par les communautés indigènes. Et tous, à l'intérieur de la communauté, s'occupent de production de la nourriture. Les filles, les garçons, les hommes, les femmes ont tous un rôle à jouer. Nous pensons qu'il n'est pas possible de résoudre les grands problèmes du monde en travaillant en solitaire. On a besoin de tout le monde. C'est la raison pour laquelle, pour les peuples indigènes, il est important de faire entendre leur voix sur la scène internationale. Nous sommes en train de faire beaucoup à partir de nos ressources. Il est possible de pouvoir, grâce à cela, il sera possible de changer nos habitudes de consommation, changer la manière de traiter Pachamama. Nous avons un mouvement très fort de jeunes qui reviennent au sein de leur communauté après la COVID et qui ont appris de leur grand-père, ils ont l'importance de produire la nourriture. C'est la seule manière dont ils pourront sauver leur culture et contribuer en même temps à sauver la planète. C'est ainsi que nous pouvons démontrer notre amour pour la terre mère. Merci. Thank you. Thank you very much for that.
Merci beaucoup. J'aime beaucoup votre définition de la mer, d'aimer la terre en tant que geste et acte de réciprocité. Virginie, maintenant je vous donne la parole. Et on a mentionné les ouragans et leur impact. Et cet été, nous avons eu des cas de sécheresse vraiment dramatiques en Europe. Et ceci, malheureusement, va s'empirer au fil du temps. Et je sais que vous travaillez sur l'impact de notre régime alimentaire. Parler dans ma langue natale, comme ça je serai plus précise. Donc je m'appelle Virginie Resson-Victor et je ne suis pas journaliste. Il y a eu une petite erreur dans la traduction tout à l'heure. Je ne suis pas journaliste, je suis chercheur et je suis spécialisée sur les questions de prospective. Donc je m'intéresse au futur et sur les questions de transition. Donc je m'intéresse au changement et à la complexité. Et justement, et puis depuis quelques années, je travaille beaucoup sur les questions climatiques puisque je fais partie d'un groupe interdisciplinaire d'experts sur le climat qui s'appelle le GIEC. Et donc, on travaille sur les questions climatiques et donc aussi sur les questions agricoles, puisque les deux sujets sont évidemment très très liés et c'est un petit peu ce dont je voudrais parler aujourd'hui. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le rapport du GIEC, les recommandations du rapport du GIEC qui sont parues en avril dernier. C'est un peu fastidieux. Alors justement, je vais juste reprendre une des recommandations et vous dire ce qu'il y a derrière. Et pour la première fois, d'ailleurs, le GIEC a fait une recommandation qui disait que un des moyens que nous avons aujourd'hui de changer le cours des choses, c'est de réduire fortement notre consommation de viande parce que notre régime alimentaire et en particulier notre consommation de viande a un impact extrêmement important sur le réchauffement climatique, mais pas seulement, et c'est ce que je voudrais vous montrer en repartant donc d'une analyse qu'on appelle une analyse systémique. Alors, le point de départ de tout ça, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est que avec tout ce qu'on peut en dire, et vous en avez très bien parlé, monsieur, tout à l'heure, la mondialisation économique, le capitalisme sont extrêmement destructeurs. Il n'empêche qu'il y a quand même eu une élévation du niveau de vie considérable à partir de 1990. Et à cette élévation du niveau de vie, qui est une bonne nouvelle en soi, puisque c'est aussi une amélioration de l'accès à la santé, à l'éducation, aux loisirs, etc., ça correspond aussi à une augmentation de la consommation de calories, et en particulier de calories issues du monde animal, de protéines et de calories animales. Donc ça veut dire des produits laitiers, mais ça veut dire surtout de la viande. Et donc quand vous avez à peu près 1 milliard de personnes qui sortent de la pauvreté et un autre milliard qui entrent dans la classe moyenne, forcément, eh bien, ça augmente énormément la consommation de viande. Et le problème, c'est que pour consommer cette viande, eh bien, il faut beaucoup, beaucoup de céréales. Parce que vous avez une partie de la viande qui grandit, alors je pense surtout là pour le coup aux ruminants, aux bœufs, aux vaches. Elles peuvent grandir dans les pâturages, mais une plus grande partie aujourd'hui, l'essentiel vit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle de l'élevage industriel, c'est-à-dire des animaux qui sont complètement parqués dans des endroits extrêmement petits et où on les nourrit, on les gave, on les nourrit pas d'ailleurs, on les gave avec des céréales, du soja, du tournesol, etc. Et le problème, donc, c'est que pour, en gros, 1 kg de viande, l'équivalent de quand vous nourrissez 1 kg de viande, il faut entre 7 et 11 kg de végétaux. Donc, au lieu d'avoir 11 kg de nourriture, et potentiellement avec des protéines végétales, eh bien, en fait, on les donne, on peut considérer d'une certaine manière que c'est même du gaspillage, puisqu'on les donne à un animal qui va diminuer finalement par 5, 6, 7 la quantité d'aliments que vous allez manger à la fin. Il n'empêche donc qu'il faut produire de plus en plus de bœuf, de viande et en particulier de bœuf, donc il faut de plus en plus d'eau.
Or, le problème, c'est qu'en période de réchauffement climatique, et vous venez de le dire, eh bien, l'eau, aujourd'hui, devient une ressource de plus en plus rare dans un nombre de régions de plus en plus grand, d'autant plus que, vous savez que l'eau, c'est 70% de l'eau douce dans le monde est absorbée par l'agriculture. Donc, plus on augmente l'agriculture pour produire ces végétaux, évidemment, plus on augmente la consommation d'eau, plus on aggrave le problème. Et puis, quand on utilise de l'eau pour l'agriculture, très souvent, à part l'agriculture sans intrants chimiques, mais le reste du temps, il y a des intrants chimiques, ce qui veut dire qu'il y a des infiltrations. Donc, en plus, on ne rend pas à la terre de l'eau, elle s'infiltre, mais elle s'infiltre aussi avec, elle contamine la terre puisqu'elle s'infiltre avec tous les composants chimiques. Ensuite, il faut de plus en plus de terre, évidemment, pour cultiver. Or, de plus en plus de terre, ça veut dire quoi ? D'abord, ça veut dire une pression, il n'y a pas beaucoup de terre disponible, donc ça veut dire une pression sur la terre, ce qui fait qu'on a aujourd'hui un véritable commerce des pays qui achètent des bouts de pays ailleurs dans le monde entier, la Chine qui achète des terres africaines pour sa sécurité alimentaire. Donc vous avez un vrai commerce international, ce qui pose évidemment un problème à l'égard des populations qui vivent dans le pays où la terre est achetée. Ensuite, c'est de plus en plus de terre, ça veut dire aussi évidemment la déforestation, puisqu'aujourd'hui, comme il n'y a plus beaucoup de terres arables disponibles, eh bien, on va les gagner sur la forêt, en particulier en Asie, en Indonésie, en Malaisie et bien sûr en Afrique centrale et au Brésil, et en Amazonie. Et la déforestation, c'est beaucoup de conséquences. Évidemment, c'est une conséquence sur les peuples premiers et sur leur mode de vie, sur leur mode de survie, sur leur alimentation, etc. C'est aussi des conséquences sur la biodiversité et tous les services écosystémiques que nous rend la forêt, pour nos médicaments, pour tous les services des écosystèmes. Et puis, c'est des conséquences en termes de combustion, d'émissions de CO2, puisqu'à partir du moment où cette déforestation se fait surtout en brûlant les arbres, eh bien, ça émet du CO2. Ça veut dire aussi qu'on détruit des puits de carbone, puisque vous savez que la forêt, elle absorbe le carbone, ce qui nous permet de réguler justement nos émissions. Eh bien, quand on détruit l'Amazonie, on réduit ce puits de carbone et donc on accélère le réchauffement climatique. Et puis ensuite, on convertit des sols. Et vous savez que dans les 20 cm supérieurs de la couche terrestre, il y a énormément de gaz à effet de serre, en particulier du méthane dans les tourbières ou du CO2. Et donc, on relâche tout ça dans l'atmosphère. Donc voilà, donc la déforestation, le fait d'avoir besoin de plus en plus de terres agricoles, c'est toutes ces conséquences-là. Puis dernière conséquence, c'est que vous avez des tas d'animaux qui sont confinés dans les forêts primaires et qui, à partir du moment où on déboise, eh bien, sont relâchés. Et elles entrent en contact avec des espèces domestiques, celles de l'élevage en particulier, qu'elles peuvent contaminer, lesquels espaces domestiques qui sont en élevage industriel sont à proximité de l'homme et qui contaminent les hommes. Et ça, c'est l'histoire par exemple, du Covid ou l'histoire de toutes les zoonoses, c'est-à-dire ces maladies qui viennent d'espèces sauvages, les fouineurs, les rongeurs, et qui arrivent par cette chaîne de transmission, et notamment la déforestation, jusqu'à l'homme. Voilà pour le plus de terre. Ensuite, il faut plus d'intrants. Parce que comme on n'a pas assez de terre, eh bien, on va augmenter la productivité. Plus d'intrants, ça veut dire par exemple plus de nitrates. Ça veut dire, parce que dans les engrais chimiques, il y a des nitrates. Ça veut dire des algues vertes. Ça veut dire une destruction supérieure de la biodiversité. Et c'est comme ça que, par exemple, les coraux au large du Mexique sont complètement détruits par l'agriculture intensive. Ça veut dire aussi plus de protoxyde d'azote. Or, c'est un gaz à effet de serre, c'est comme le méthane, beaucoup plus puissant que le CO2, puisqu'il est à peu près 100 fois supérieur en termes de réchauffement au CO2. Et puis, ça veut dire aussi plus d'intrants, plus d'énergie fossile, puisque pour fabriquer des engrais, eh bien, la plupart des engrais sont fabriqués à partir de produits pétroliers. Ça, c'est pour les intrants. Ensuite, donc l'eau, la terre, les intrants, enfin les engrais. Et il faut aussi des engins agricoles, évidemment. La mécanisation de l'agriculture. Et donc, ça veut dire, là encore, plus de CO2. Et puis, ça veut dire aussi un tassement des sols. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, les terres deviennent tellement tassées qu'on ne peut plus cultiver. Donc, voilà pour l'augmentation de la production. Ensuite, il faut voir les conséquences aussi des modes d'élevage, puisque je vous parlais d'un élevage intensif, un élevage industriel. Dans l'élevage industriel, qu'est-ce qu'on fait? On donne des antibiotiques aux animaux pour pas qu'ils soient malades. Or, aujourd'hui, un des grands problèmes de santé publique,
c'est la résistance aux antibiotiques qui elle-même est largement liée à la consommation de viande nourrie aux antibiotiques. C'est évidemment pour l'élevage bovin, enfin les ruminants, plus de méthane, puisque vous savez que la fermentation gastrique des animaux émet du méthane. Le méthane, c'est un gaz qui a une puissance de réchauffement beaucoup plus importante que le CO2, mais qui a un avantage, c'est qu'elle ne reste que 10 ans dans l'atmosphère, alors que le CO2 reste 100 ans, un siècle à peu près. Et puis, c'est donc, je l'ai dit tout à l'heure aussi, plus d'élevage, donc plus de contact entre l'homme et l'animal, et les animaux sauvages aussi, et donc plus de zoonoses. Enfin, il y a le commerce international pour transporter ces aliments, ces céréales, etc. Plus de commerce international, ça veut dire, là encore, plus de transport, plus de CO2, et plus de consommation de viande. Là, ça veut dire aussi des pathologies cardiovasculaires, etc. Donc, vous voyez un petit peu, c'est tout ça, la consommation de viande industrielle. C'est tout ça. Et juste pour terminer, parce que souvent on me pose la question, oui, mais est-ce que le problème finalement, ça ne serait pas aussi l'augmentation de la population mondiale? Et donc, je voudrais juste vous citer 3 chiffres pour mesurer à quel point, en fait, cette consommation de viande, elle est la clé de beaucoup de... Enfin, quand on est européen en particulier, ou américain, à quel point elle nous donne un levier d'action extraordinaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si tout le monde dans le monde mangeait comme un Japonais, les Japonais, ils ne sont pas végétariens, mais quand ils mangent de la viande ou du poisson, ils en mangent en petite quantité. Eh bien, si tout le monde mangeait aujourd'hui comme les Japonais, et on passe sur les façons dont ils pêchent le poisson, eh bien, aujourd'hui, on pourrait déjà nourrir, sans augmenter la production agricole mondiale, 8 milliards d'habitants à leur faim. Si tout le monde se nourrit comme un Bhoutanais, un habitant du Bhoutan, les Bhoutanais, ils ne sont pas tous végétariens, mais ils mangent très peu de viande, ils mangent des produits laitiers, mais donc ils mangent l'équivalent de 100 grammes de viande par semaine. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien non plus. Eh bien, dès aujourd'hui, on pourrait nourrir 12 milliards d'habitants avec la production actuelle. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de déforester, on n'a plus besoin d'engrais, etc. On peut revenir à une agriculture beaucoup plus raisonnée. Maintenant, si tout le monde se nourrit comme un Italien, comme un Français, comme un Allemand, eh bien, on peut nourrir seulement 4 milliards d'habitants. Donc, ce qui veut dire que le simple changement de régime alimentaire aujourd'hui en Europe peut avoir un impact majeur, d'autant plus que c'est beaucoup du méthane et que, comme le GIEC nous le rappelle, le méthane, on peut le réduire rapidement. C'est 25% des gaz à effet de serre qui sont liés à l'agriculture et dont l'essentiel à l'élevage. Donc on a un pouvoir de ralentir le réchauffement, d'améliorer la santé et de préserver, donc de régénérer la biodiversité considérable, rien qu'avec notre régime alimentaire. Moi, je trouve que ça, c'est une très bonne nouvelle, finalement. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Conscious we're running. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, juste un tour de parole, un tour de table. Je sais que tu as présenté un travail sur les pesticides. Et donc, tu as dû quitter le Brésil en conséquence de ton travail. Larissa, j'aimerais que tu nous racontes quelque chose. Merci beaucoup, Natacha. Oui, j'ai dû laisser mon pays à cause de la recherche que j'ai menée. J'étais professeur à l'université de São Paulo, département de géographie. Pendant les dernières années, j'ai étudié le problème représenté par l'utilisation des pesticides. En 2017, après avoir fait mon doctorat, j'ai publié un atlas sur l'usage des produits agrotoxiques au Brésil et en connexion avec l'Union européenne. Je m'adressais au public brésilien. Mon atlas était en portugais. Rien ne s'est passé tant que je me suis limitée au Brésil. Et même lorsque je suis allée à la Chambre des députés en disant « Regardez ce que vous êtes en train de faire », et rien ne s'est passé. Les enfants meurent, les femmes enceintes sont empoisonnées par les pesticides. Les niveaux de malformation, le niveau augmente et les cancers des enfants augmentent aussi.
Et donc, rien ne s'est passé. Dès que j'ai lancé et j'ai publié la version anglaise en Europe, tout a changé. L'attitude a complètement changé. Je me souviens très bien, un soir à Glasgow, lorsqu'un journaliste français m'a appelé, m'a dit, eh bien, comment allez-vous? Quelle est la situation? Quelle est votre situation personnelle? Eh bien, OK, j'ai dit, ça va, toute la recherche se base sur des données officielles, des données publiques. Donc, voilà, ça a été le premier soir où j'ai eu vraiment un problème d'insomnie. Je n'ai pas pu dormir. Et c'est la première fois depuis lors, depuis ce moment-là, j'ai eu beaucoup de nuits blanches, des cauchemars. Quand je suis rentrée au Brésil, j'ai reçu des mails, plusieurs, disons, plutôt ambivalentes. J'avais fait une interview à la télé et je ne sais plus. Dans la nuit, il y a des journalistes qui font des interviews. C'était à la télé, donc j'ai pu parler d'une région particulière au Brésil. Après quoi, j'ai reçu un mail où quelqu'un s'identifiait comme étant un pilote d'un avion pour les traitements agricoles, pour les pesticides. Alors, je lui ai dit, écoute, c'est un métier, ce n'est pas une technique sûre. Je vous invite à venir avec moi. Lui, il m'a dit, venez avec moi, voir jusqu'à quel point c'est sûr. Et donc, à ce point-là, on m'a suggéré de éviter de suivre une routine, changer mes parcours en allant à l'université. Et donc, ça est devenu pour moi une vie impossible. J'ai 2 enfants, donc nous avons le même horaire tous les jours. Mon collègue qui était mon professeur quand j'étais étudiante, il m'a dit aussi, fais attention, tu ne peux pas affronter ce problème toute seule. Et donc, on m'a proposé d'en parler au directeur, la directrice, qui a parlé avec le doyen d'université, puis le recteur. L'université de São Paulo est la plus grande université au Brésil. Eh bien, le recteur m'a dit, c'est une bonne idée si tu pars à l'étranger pour faire notre doctorat. Donc, on m'a donné une garde du corps et une sorte de policier, de gendarme du camp. Mais donc, j'ai refusé parce que j'ai pensé que c'était paranoïaque, c'était quelque chose de vraiment trop. C'était trop. Je voulais être tranquille, ne pas être stressée. Et à ce point-là, j'ai cherché comment quitter le pays. J'ai essayé d'organiser mon départ du pays. Et donc, ce n'est qu'un exemple. Mais j'ai reçu beaucoup de menaces par rapport à ma recherche. On m'accusait de dire des mensonges sur l'agriculture brésilienne. L'agriculture brésilienne, au contraire, était censée être durable. Donc, c'est un journaliste, d'ailleurs, qui a écrit un article. C'est un journaliste connu au Brésil. Et il a essayé de minimiser, de jeter du discrédit sur mon recherche. J'ai écrit à mon tour de nouveau un article en citant toutes les données, en répondant à chaque objection. Et c'est devenu très difficile pour moi. Fin 2019, j'étais à Bruxelles, où je vis actuellement. J'étais invitée à tenir une conférence au Parlement européen, une conférence ouverte
qui concernait les accords entre Mercosur et l'Union européenne. Et là, j'ai dit que tout ce que j'étais en train de dire, je leur ai dit tout ce que je suis en train aussi de vous dire en donnant des chiffres. Chaque jour et demi, il y a un Brésilien qui meurt à cause de la pollution. Plus de 500 enfants entre 0 et 12 mois en quelques années ont été empoisonnés par les pesticides. Les données, j'ai donné tous ces chiffres. La personne qui m'a invité m'a demandé, mais comment est ta situation personnelle au Brésil? Elle m'a demandé de ma situation. J'ai répondu que ma situation était difficile. J'ai expliqué et puis je lui ai dit aussi que personne ne m'a jamais menacé ne m'a jamais menacé de me tuer. Et il m'a dit finalement, allez Larissa, ils ne vont pas te promettre de faire cette menace. Ils peuvent le faire sous plusieurs manières différentes. Je connais l'Amérique du Sud. Sa femme est colombienne. Et bon, à ce moment-là, j'ai pensé que j'avais été vraiment très naïve. J'ai répondu, j'ai dit que notre pays, excusez-moi, le Brésil est vraiment raciste. Je suis prof, je suis blanche. Lui, il m'a regardé et il m'a dit, bon, Larissa, même Zuzu Angel était comme toi. Et c'était la mère d'un militant lors de la période dans la dictature, sous la dictature. Son fils a été tué par le gouvernement. Quand elle a dénoncé ce qui était arrivé à son fils, ils l'ont tué, elle aussi. Et à ce moment-là, j'ai eu vraiment peur. Et on m'a dit de ne pas revenir au Brésil, de rester en Belgique. On m'a promis de me ramener les enfants. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais pas ce que je devais faire. Finalement, j'ai décidé de revenir au Brésil et j'ai organisé mon voyage et tout pour partir. Avant d'acheter mes billets, il y a eu la pandémie. Je n'ai pas pu prendre l'avion, voyager. J'ai passé toute l'année 2020 au Brésil. Ma maison a été attaquée et c'était quelque chose qui était lié à ma recherche. Je ne peux pas le démontrer, mais il y a des signaux qui me le suggèrent. Je suis entrée en contact avec l'Université de Bruxelles. Je me suis adressée à un collègue. J'ai posé ma candidature comme chercheur. Et voilà que notre projet a été approuvé. Donc, à ce point-là, j'ai quitté le Brésil. Et cela l'an dernier avec mes 2 enfants. Et je vis à Bruxelles maintenant. Merci beaucoup, Natacha. Thank you for sharing your story on this. And it's interesting to hear that you had the opportunity to speak at the European Parliament. C'est intéressant de voir que vous avez eu la possibilité de parler devant le Parlement européen de cette relation entre le Parlement européen et le Brésil. Peut-être je peux vous poser une question à cet égard. Je voudrais avoir votre réponse sur le fait qu'aujourd'hui on discute beaucoup du fait d'arrêter l'export de pesticides produits en Europe vers des produits tiers. Il s'agit de pesticides qui sont bannis en Europe. Je sais que l'Allemagne a accepté cette interdiction d'exporter ces produits-là. Et donc la raison de cet arrêt réside dans le fait que
L'Union européenne peut-être ne devrait pas avoir le droit de fixer les règles pour les autres pays. Est-ce que nous avons le droit de créer des règles pour le reste du monde? Et la deuxième raison est que donc la situation des parasites est différente dans les différents pays. Mais quelle est votre opinion? Donc, il y a beaucoup d'hypocrisie parce que peut-être je peux vous montrer quelques diapositives. Je ne sais pas si vous pouvez les lire, mais alors seulement pour vous donner une réponse. Là, vous avez l'export de pesticides dans le monde. Donc, il y a beaucoup de symétrie entre nord et sud, le nord et le sud, et l'Union européenne, même les petits pays, sont grands en termes, disons, de grande taille en termes d'export de pesticides. Donc, ce n'est pas un argument à soutenir dans ce cas-là, parce que même les petits pays ont des exports massifs. Là, vous voyez les sociétés mondiales des pesticides et les sociétés européennes contrôlent 30% de ce marché, dont une bonne partie est représentée par des produits qui sont interdits dans leur territoire respectif. Donc, ici, vous voyez les mêmes sociétés qui contrôlent les pesticides sont les mêmes qui contrôlent les semences. Donc, ils contrôlent l'agriculture au début et à la fin du cycle de production. Là, vous voyez une carte qui montre les routes d'export de l'Union européenne aux pays de l'Amérique du Sud. Donc, plus de 50 millions de kilos en 2018. Et là, vous avez les quantités exportées de pesticides interdits, donc qui sont à hauteur de 40% sur le total. Donc, c'est une grande, profonde hypocrisie, car ils ont d'énormes intérêts dans ces marchés, ils sont protégés. Et si on regarde le contexte international des pesticides, donc il y a la Convention de Bâle, il y a la Convention de Rotterdam, il y a une autre convention, mais ne sont pas suffisantes. L'Union européenne se cache derrière les lois qui protègent l'Union européenne parce que d'après ces conventions, le produit qui importe des pesticides qui ne sont pas permis dans le pays qui les exporte, eh bien, doivent donner leur consentement. Donc, par exemple, le Brésil doit donner son consentement à ces produits bannis en Europe. Donc, l'Union européenne se cache derrière ces dispositions, ces provisions de loi. Donc, ce ne sont pas des lois équitables et ce n'est pas, disons, ces lois ne sont pas suffisantes non plus. Et d'après moi, nous avons besoin de mettre d'autres piliers pour les pesticides. Ce qui se passe entre le nord et le sud du monde, ce n'est pas lié au fait que les pays tropicaux ont d'autres exigences. Donc,
Nous avons décidé de cultiver un territoire dans mon pays avec les mêmes semences de soja qui ont été cultivées en Allemagne. Donc, ce n'est pas vrai que nous avons d'autres cultures. Donc, de cette manière, on peut respecter notre environnement. Je pense que c'est vraiment une horrible hypocrisie. Well, thank you very much for sharing your views on that. Merci beaucoup pour avoir partagé votre vision avec nous. Et on n'a vraiment pas beaucoup de temps à notre disposition. J'aurais encore beaucoup de questions à poser. Peut-être une question pour tous. Pour ce qui est de la loi européenne, je voulais demander à Virginie. Actuellement, il y a ce débat en cours que le Parlement a voté la semaine dernière sur l'interdiction d'importer des produits tels que la viande, le maïs, associés à des pratiques de déforestation. Et donc, c'est quelque chose qui sera débattu parmi les États membres sous peu. Donc, ceci pourrait, disons, résoudre quelques-unes des choses auxquelles vous avez fait référence. Vous pensez que cette loi, si approuvée, pourrait avoir un impact positif sur les éléments auxquels vous faisiez référence tout à l'heure? En fait, oui, mais ça dépend de la manière dont c'est fait. Ce que je veux dire par là, c'est que le système agricole aujourd'hui, le système agroalimentaire en réalité mondial, qui a été mondialisé depuis une trentaine d'années, a asservi beaucoup de pays pour permettre aux Américains, aux Européens, enfin en gros aux Occidentaux, de vendre leurs produits et de consommer moins cher. Et donc, on a détruit les systèmes alimentaires de très nombreux pays dont l'économie, maintenant, est dépendante, finalement, des importations et des exportations vers ces pays-là. Donc, dire on arrête aujourd'hui les importations parce qu'elles ne sont pas produites correctement, sauf qu'on oublie l'histoire. C'est pourquoi elles ont été produites comme ça et pourquoi... Donc, c'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, la consommation de viande, la consommation d'huile de palme, qui est liée à la pâte à tartiner très connue, c'est pas les Indonésiens qui mangeaient du Nutella, enfin, pardon, de la pâte à tartiner au départ. Hein, c'est bien les Européens. Donc, dire maintenant, on arrête d'importer, pas n'importe comment. Ça veut dire qu'il faut accompagner tout ça. Il faut accompagner d'une restauration des terres, accompagner la paysannerie de ces pays-là pour restaurer l'agriculture vivrière, etc. Se dire juste, on arrête d'importer, c'est un peu facile. Et c'est, à mon sens, très irresponsable vis-à-vis de l'économie de ces pays-là et des populations de ces pays-là. Donc on ne peut pas faire juste arrêter d'importer, il faut accompagner le changement de l'agriculture dans ces pays-là. Okay, thank you. As they say, the devil's in the details, so this is very true. Maybe I have a couple more minutes. I'm looking to see if I can stretch it a little bit. I don't see anyone saying anything, so I'm going to just one more question each. Perhaps Peut-être. You did mention in your introduction. Donc, dans ton introduction, dans tes premiers mots, tu as dit que tu aurais voulu parler de l'impact de la guerre en Ukraine dans l'Union européenne. Cette discussion s'est concentrée sur la sécurité alimentaire et ça a été un peu utilisé comme justification pour éliminer, abolir des mesures adoptées. Donc, première partie de ma question, comment pouvons-nous nier cette théorie alimentaire utilisée comme justification? Comment pouvons-nous faire en sorte que la Green Agenda ne soit pas négligée? À ton avis, y a-t-il des opportunités dans la crise actuelle? Pourrait-on avoir un impact positif de cette crise, disons un impact positif de cette crise au niveau de la régénération de
communauté. Je crois que la guerre en Ukraine a anticipé ce qui pourra se produire à l'avenir dans nos pays. Les conflits internationaux qui ne se terminent pas par des accords de paix, mais par la guerre. La guerre ultime, définitive, de anéantissement du genre humain. Parce que, voyez-vous, l'économie de tous les pays est une économie qui est organisée à partir d'une structure du 19e siècle. Donc, c'est plutôt une structure ancienne. Chaque pays poursuit de manière compétitive son développement, le développement de son pays, de son territoire, de son État, etc. Maintenant, ce n'est plus possible. Parce que, à certains moments, si chaque État poursuit et cherche son but ultime en compétition avec les autres, eh bien, cela était possible lorsque le monde donnait à tout le monde des possibilités. Aujourd'hui, les terres fertiles sont toujours moins nombreuses. L'eau est toujours plus rare. On en utilise 70% cette année maintenant. Mais la sécheresse qui frappe beaucoup de régions de la planète la rendra toujours moins disponible. Vous savez que les glaciers sont en train de fondre. Savez-vous ce que ça veut dire, la fonte des glaciers pour la plaine du Pô, pour nos terres? C'est la disparition de tout le système hydrographique de la plaine de Pô qui est en jeu. Le Pô disparaît, ses affluents disparaissent. On ne pourra plus faire de l'agriculture, mais même pas l'industrie, les recyclage des ordures, les élevages intensifs, tout ça est destiné à disparaître. Alors, il faut un nouvel ordre international, un ordre international fondé sur la coopération. Un grand juriste italien très connu en Amérique latine, en Amérique du Sud, Luigi Ferraioli, a publié un livre qui a le titre suivant: Pourquoi une assemblée constituante de la Terre? Il faut une nouvelle constitution de la Terre, régissant les accords de manière coopérative, parce que, comme on l'a dit, il y a de la nourriture pour 12 milliards d'individus. Aujourd'hui, on gaspille, on jette 1,3 milliard de tonnes d'aliments qui pourraient nourrir 4 milliards d'individus. Donc, il faut une nouvelle structure politique, une nouvelle organisation politique qui manie la guerre. Je ne vais pas entrer dans le détail de la guerre en Ukraine, mais je rappelle un aspect. Personne ne dit quel effet sur le climat cette guerre, pour la production de CO2, pour d'autres gaz qui altèrent l'environnement, pour les territoires, les bois, etc. C'est une vraie catastrophe et notre gouvernement n'arrête pas d'envoyer des armes. On dit la Russie, il faut la condamner certainement. Elle a envahi un pays, aucun doute là-dessus, mais nous ne pouvons pas dire à la Russie: mets-toi, assieds-toi à une table si on continue à envoyer des chars d'assaut, des missiles et des armes. Comme Italiens, comme Européens, nous devons d'abord dire: nous, on arrête d'envoyer des armes. Et toi, Poutine, tu dois t'asseoir à une table avec l'aide des Nations Unies et les autres partenaires de bonne volonté. Nous devons trouver un accord. Les Ukrainiens doivent trouver un accord. Il n'y a pas de problème au monde qui ne puisse être réglé de manière pacifique. Il faut être raisonnable. Et certains doivent céder quelque chose. Et il faut trouver un accord et tout le monde trouve son avantage. L'accord de paix entre Russie et Ukraine pourrait naître une nouvelle philosophie, une nouvelle manière d'affronter les problèmes qu'on a dans le monde. Natacha, excuse-moi, mais regardez, il y a une situation du monde qu'il faut dénoncer. C'est la position des États-Unis. Les États-Unis sont le seul pays au monde qui a 800 bases militaires au-delà de ses frontières.
Et quel est donc l'ennemi? Quelle est la nécessité? Il n'y a plus d'Union soviétique, l'ennemi historique n'existe plus. Le pacte de Varsovie s'est dissous. Pourquoi 800 bases? Les États-Unis dépensent 800 milliards par an en armement. C'est un chiffre énorme. On nous dit, nous, quand on critique l'OTAN, vous êtes des ennemis des Américains. Non, nous sommes amis du peuple américain. Parce que les 800 milliards, ces 800 milliards-là pourraient être dépensés pour les Américains, pour l'école qui est chère, pour l'assistance aux personnes âgées. C'est le pays le plus riche au monde. Aux États-Unis, il y a par contre des millions de pauvres, non seulement entre les Noirs, dans la population noire. Une nouvelle structure alimentaire, la petite agriculture qui vit dans un rapport d'amour avec la terre doit inspirer les hommes. Non plus une agriculture compétitive, mais une agriculture de régénération, de coopération entre l'homme et la nature, et entre les hommes, entre tous les hommes. Merci. Oui, thank you very much. Merci beaucoup. Eh bien, nous n'avons vraiment plus de temps, malheureusement. Juste une minute, et je voulais revenir. C'est Myrna pour une note positive. Tu nous as parlé de la difficulté, la Covid, etc. Et je voudrais revenir à quelque chose de positif. Oui, c'est bien partager le fait. Il faut partager la philosophie de Slow Food dans le monde entier. Cohérence, amour pour la nature. Nous devons nous aimer les uns les autres. Respectons-nous les uns les autres et reconnaissons le fait que nous sommes tous des sujets, nous avons tous des droits humains suivant nos leçons de peuples indigènes. Thank you, everyone. Merci beaucoup à tout le monde. Thank you, everyone. Merci à tous, merci de nous avoir écoutés, merci aux intervenants. Merci à l'organisation et bonne fin de semaine à Terra Madre. Merci aux interprètes. Les interprètes vous remercient aussi.